Donc suite à ça, je vais... Alors, je vais placer l'Erlenmeyer dans un cristallisoire puisque mon objectif c'est donc de rajouter de l'eau du robinet et pour pouvoir doser exactement le dioxygène contenu dans l'eau du robinet, il est nécessaire que je ne laisse pas la solution en contact avec l'air, sinon le dioxygène de l'air viendrait se dissoudre et fausserait le dosage. Donc, je vais assez rapidement donc, introduire l'eau du robinet à l'intérieur, à ras-bord, donc il va y avoir forcément des débordements, et ensuite je boucherai en vérifiant qu'il n'y ait pas de petites bulles d'air qui soient emprisonnées à l'intérieur. Je viens fermer donc l'Erlenmeyer et je lance l'agitation. Donc cette réaction, c'est la première réaction qui apparaît au tableau et c'est une réaction lente qui prend donc en moyenne une durée de 30 minutes. Donc on en a lancé une tout à l'heure et donc ça fait déjà plus de 30 minutes que la réaction a eu lieu. Donc ici, on se retrouve avec un solide un peu brun, il s'agit du MnOH 3 fois. Donc on va partir de cette solution déjà préparée pour transformer du coup le précipité, le dissoudre de manière à faire apparaître les ions Mn3+, qui réagiront ensuite avec les ions I- pour former le I2 que l'on dosera. Donc je dois rajouter pour cela de l'acide à l'intérieur. Donc je vais me placer sous la haute puisque l'acide est concentré. Et je vais surtout utiliser un récipient qui soit relativement grand. Un récipient relativement grand de manière à pouvoir rajouter donc le H2. Il faut que j'agisse assez rapidement là aussi pour éviter toujours même chose, le faussage du dosage par le dioxygène de l'air. Combien de temps ça met le dioxygène à se dissoudre? C'est instantané comme ça, dès que tu ouvres, pouf, plein de dioxygène. Alors je crois que ça dépend de la pression partielle à la surface et de la température. Après je ne saurais pas donner plus d'informations. Ça c'est pour la quantité, mais la vitesse? Je sais pas. Par contre, une fois que j'ai placé l'acide, la réaction par contre de passage en milieu acide est très rapide et une fois qu'elle est effectuée, on n'a plus le risque justement de cette oxydation par le dioxygène de l'air. Donc j'ai plus besoin de reboucher, c'est pour ça que je me place dans un Erlen. Donc, choisir un Erlen un peu plus gros. Donc on voit immédiatement, j'ai pas mis l'agitation mais je vais la rajouter, mais on voit immédiatement que le précipité s'est dissous au bas du bécher. Voilà, et donc là on est en présence de l'espèce Mn3+, d'accord, puisqu'on est au niveau de la réaction 2, le passage en milieu acide. Une fois que ceci est fait, on doit... Si je mets Mn3+, mettons, une solution d'Mn3+, dans l'eau, elle est marron comme ça? Non, parce qu'il doit rester encore justement... Non, je crois qu'elle est plus claire. Non. Ah oui, c'est MnO2. MnO2. MnO2 est plus clair. Non, MnO2 justement, c'est la coloration un peu brune comme ça, là c'est du MnO2 il me semble. D'accord. Mais en effet, le MnO2 il apparaît à partir... Mais si, mais il y a quelque chose avec le MnO2 je crois quand même. Bon, enfin, à voir. Donc du coup, on va passer à la troisième réaction, c'est-à-dire l'oxydation justement des ions I- par le Mn3+. Donc je vais rajouter du Ki solide que j'ai déjà prélevé pour effectuer de refaire une mesure de masse. Je vais le prendre là-bas directement, comme ça on l'aura sur place. Et donc je vais rajouter le Ki qui se trouve ici. Donc là, on voit la coloration. Oui, c'est parce qu'il y a deux agitateurs en fait. Parce que j'avais déjà prévu un agitateur dans l'Erlen et j'ai réintroduit l'agitateur qu'il y avait dans le milieu de départ. Donc du coup là on est au niveau de la réaction 3. Donc on a tout dissous là. Ça semble.
tout le cahier est dissous là. Ben ça semble, hein. Je sais pas. Ça semble. Hein. Ça semble. Pourquoi vous le voyez? Ben parce qu'on a une solution qui est transparente. D'accord. Donc la couleur que l'on voit qui est assez caractéristique de l'I2 en solution aqueuse. Alors l'I2, le diode n'est pas soluble dans l'eau, mais ce qui se passe c'est que donc il y a formation d'un ion complexe, I3- qui lui est soluble dans l'eau. Donc en fait, excusez-moi juste, là c'est marron, là c'est marron, là c'est marron. Pourquoi vous savez que c'est I2 là? parce que c'est jaune clair. Non, je saurais pas. Parce que c'est limpide, alors que là on a un précipité. À quoi vous verrez que c'est I2? Ben, si je rajoutais par exemple du thiodène à l'intérieur. Donc si vous me faites un petit prélèvement et que vous mettez du thiodène, oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, normalement je suis censée voir une coloration noire caractéristique du complexe entre le thiodène et le I2. Tiens, attends. Un bécher. J'en prends un petit peu. Et je vais rajouter du thiodène. Merci. Qu'est-ce qu'on utilise parfois? L'emploi d'amidon. En fait, le thiodène, c'est un mélange entre de l'amidon et de l'urée. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, voilà. Et on voit la coloration noire caractéristique du complexe formé par l'amidon contenu dans le thiodène et l'ion I3-. C'est un complexe. Oui, c'est un complexe. Alors en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est un complexe qui est formé. Alors je sais que l'ion I3- est un complexe, mais a priori c'est un complexe qui est formé par inclusion des ions I3- à l'intérieur de l'hélice que forme l'amylose contenue dans l'amidon. Donc c'est un super complexe. Ok. C'est quoi la définition d'un complexe? Ben, c'est une espèce chimique constituée une espèce centrale et de ligands et qui peut s'obtenir par une réaction entre finalement le I2 et le I- réagissent sous la forme. Le I- va être la base de Lewis et le I2 va être un acide de Lewis. On va voir. Donc un complexe, c'est une réaction entre un acide et une base de Lewis? Bon, continuez. Et donc là, on va passer. Donc maintenant, on a la solution. Donc on a formé du I2. Et cette quantité de I2, en la dosant, va pouvoir nous permettre de remonter à la quantité de dioxygène dissous dans l'eau du robinet au départ. Et donc là, on va passer au dosage. Donc c'est Laurent qui va vous présenter le dosage. Pour ça, donc, on va doser, titrer 50 ml de la solution obtenue à l'aide d'une solution de thiosulfate de sodium dont la concentration molaire est à 0,025 mol par litre. Donc en préparation, la burette graduée a été rincée puis remplie avec la solution titrante. Et donc je vais prélever les 50 ml de solution obtenue. Bon. Alors. Pour ça, donc, je vais d'abord procéder au rinçage de la pipette. Pourquoi vous rincez la pipette? Avec la solution pour que justement, une fois que je vais faire mon prélèvement, la concentration en diode ici ne soit pas faussée par Par quoi? Par éventuellement les traces d'eau qu'il aurait pu avoir donc, dans la pipette. Traces d'eau? En fait, comme elle a été rincée, il y a de l'eau. Ah. Et pour pas fausser, pour pas rediluer la solution. Ok. Vous goûtez à vos élèves ça? Oui. Et vos élèves ils font tout ça? Ouais. Ok. Ouais. Même avec les pipettes de 10? Oui. D'accord. Ou de 5. Et du coup, ils en renversent pas partout? Ils sont super bien vos élèves? On prend des précautions. D'accord, c'est-à-dire lesquelles? Alors, on les habitue dès le début, on fait... Et je leur montre quand même une fois avant. Alors oui, il y a des fois des accidents. Ok. Si on est dans le monde des bisous. Alors, donc, 50 ml prélevés à la pipette jaugée.
C'est quoi votre incertitude sur votre pipette, la jaugée? Alors en fait, elle a une tolérance de 0,05 Continue à ml. prélever. Oui, je continue, mais il faut que je me relance. Donc la tolérance est de 0,05 ml. Donc sur une pipette jaugée, l'incertitude, c'est la tolérance multipliée par 2 divisé par un signe de 3. Là, il ne faut pas faire le calcul. Mais c'est pas très loin finalement de la tolérance, si je veux un ordre de grandeur. Alors comment vous expliquez à vos élèves qu'il faut prélever Il faut prélever. Comment vous leur expliquez le geste? Le geste, alors je leur explique que la première chose à laquelle il faut veiller, c'est que la pipette doit être verticale. La deuxième, c'est de vérifier que la pipette, si c'est une pipette un trait ou deux traits, là c'est une pipette un trait. Ensuite, donc je leur montre le geste technique de maintenir la pipette avec l'index ici. Donc je fais la démonstration gaucher et droitier. Et je leur dis bien sûr d'avoir le trait de jauge bien en face de la ligne des yeux pour viser le basilisque. Okay. J'ai une pipette qui fuit. C'est pas très grave, allez-y. Bah, et bien sûr de veiller à régler le ménisque au trait de jauge, la pipette hors solution. C'est pas la pipette qui fuit, on est d'accord? Alors, en fait elle est cassée au bout, donc je pense qu'il y a... C'est la propipette ou la pipette qui fuit en général? Peut-être la propipette, probable. C'est plus la propipette que la pipette en général. On sait jamais avec la deuxième propipette de la journée. Alors, donc combien là ça coûte une propipette? C'est une bonne question. En tant qu'ex-chef de labo, je devrais le savoir. Bon, ça va pas... Entre 5 et 10, non? 5 et 10 euros, ouais. Donc, alors, donc pour procéder au titrage colorimétrique, mais j'utilise un petit papier pour bien observer la décoloration. Je vais donc verser la solution de thiosulfate de sodium. Alors, je m'aperçois que la solution se décolore, donc le diode en solution va donc bien réagir sur l'équation. Comment on peut voir que la solution se décolore? Eh bien, je m'aperçois que la couleur devient plus claire, donc en fait... Par rapport à quoi vous le comparez, par exemple? Je pourrais le comparer si je prenais un bécher identique avec la même quantité. Faites-le, vous en avez à côté. Une version grosso modo la même Grosso quantité. modo. Ok. Donc là, si je compare les deux, je m'aperçois qu'effectivement j'ai une décoloration. Voilà, vous me laissez à côté sur une petite feuille blanche. Blanche, hop, hop, hop. Ok. Bien. Donc la couleur évolue. là, il y a une décoloration, donc c'est le principe du titrage colorimétrique. Seulement, je vais arriver à une solution qui va être... voilà. Là, je m'aperçois que j'ai une couleur encore, mais elle devient de moins en moins perceptible. Donc, la difficulté que je vais avoir, c'est de repérer ce changement de couleur de façon bien précise. Quel Donc, changement de couleur? la décoloration. C'est-à-dire l'absence- incolore à jaune. De jaune à incolore. D'accord. La transition va être très difficile à repérer, donc je vais utiliser du coup le thiodène comme indicateur Coloré, ouais. coloré pour pouvoir... C'est celui qui fait cette couleur-là. C'est celui qui fait la petite couleur noire, oui. D'accord. Bon, alors déjà on est mis sur le volume. Ah, vous êtes déjà à l'équivalence à 2? Ah non, 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 non. Enfin, on n'y est pas. C'est-à-dire, vous prenez une burette de 25 pour un équivalent, Alors, équivalent qui va être de 3. En fait, on n'a pas trouvé la... Une burette de 10. Non, on n'a pas trouvé l'indication du volume de dioxygène dissous dans l'eau du robinet d'ici. D'accord. Donc on n'avait aucune idée Ok, continuez. de la quantité initiale. Alors, Oula, vous en mettez beaucoup là du coup? Parce que du coup c'est important. Là on voit pas assez, c'est ça? Non, on voit pas. Allez-y, allez-y, rajoutez pour voir. il faut racheter un tout petit peu. Encore. Je vais m'arrêter là. Donc là vous allez voir la différence. Allez-y, rajoutez, rajoutez. Ah, c'est mieux. Voilà, donc là c'est mieux. Donc en fait faut en mettre pas mal quand même, l'indicateur coloré, c'est rare, non? Alors l'indicateur coloré, en fait, quand on utilise un indicateur coloré, la plupart du temps, c'est des espèces acido-basiques. Donc dans un titrage, ça fausse le volume à l'équivalence.
Ici, c'est un complexe en fait qui va relarguer le diode à chaque fois qu'il va être consommé. On va déplacer l'équilibre de complexation. Donc finalement, comme le thiodène ne réagit pas finalement avec le thiosulfate de sodium, Donc ça veut dire qu'il reste plein de diodes là. C'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est noir en fait. Ok, violet en fait. Violet. Couleur Ok. violet, donc ça veut dire que ça absorbe de façon assez conséquente. Donc, je continue. Donc là, vous êtes proche de l'équivalence. Comme je dis, en fait, Alors allez-y, goutte à goutte. il aurait fallu que je fasse, et c'est ce qu'il faut faire le jour J. Top. Donc là, c'est bon, c'est fini. Donc ça veut dire combien? Pas grand chose. Alors, je vais juste attendre pour voir si le thiodène ne réapparaît pas. A priori, c'est pas le Tu cas. réapparaît? C'est-à-dire que la réaction de décomplexation est lente et elle revient en arrière, c'est ça? Où est-ce que vous avez ça de temps en temps? Ça va me revenir. Si, je crois, oui. Non, Oui, c'est ça, pour le c'est dosage des ions Mn2, Mg2+, et donc calcium et magnésium. Ah, dans le et le DTA. Vous avez un moment donné C'est où ça passe du rose au bleu, Oui. et puis ça revient rose, et puis du coup vous attendez un peu. Alors, Un peu lent. Bon là c'est rapide. Hein. le volume est à 3,4 millilitres. 2,4, pardon, excusez-moi. Alors du coup, 2,4 millilitres. combien que ça fait alors du coup? Alors, on y va pour les calculs. Alors, Ah, deuxième. Ah mais vas-y. C'est camarade. On s'en fout le reste. Alors. donc, pour trouver la quantité de matière finalement d'oxygène d'ici, on va utiliser la stoichiométrie de chacune des réactions chimiques. Pour calculer la quantité de diode dosé, donc j'ai utilisé finalement cette équation sous forme de titrage pour exprimer la quantité de matière de diode dosé. D'accord, vous avez numéroté les équations, les Un, deux, demi-équations et les équations bilan, Donc, et à chaque fois, on a à une chaque qui- réaction, à chaque calcul, vous dites laquelle vous utilisez. Voilà. Donc sachant qu'en fait on va calculer la quantité de matière, ensuite on va en déduire la quantité de matière de manganèse à l'état d'oxydation, au nombre d'oxydation 3, grâce à ces deux équations de réaction, puisque la totalité du manganèse, qui était donc au nombre d'oxydation 3, a réagi, s'est totalement transformé en Mn3+, puis en Mn2, pour la formation de diode. Donc en Et fait, donc- c'est une réaction d'oxydation et une réaction de quoi? L'autre là, la 2, comment on peut la nommer? La 2, c'est Que vous nommez le passage en milieu acide. une réaction oxydante. Une réaction acide-base. Ah ouais. Oui, je dirais pas ça. Vous avez un cas là? C'est quoi comme réaction tout simplement? Dissolution de précipité, non? Ok. Bon, allez, continuons. Donc, on va calculer la concentration en dioxygène dissous à partir donc, de l'équation numéro 1. On y va. On est à 3,0-4 mol par litre. Donc quand vous dites quantité de dioxygène dissous, là, de la réaction numéro 1, c'est que vous avez fait l'équivalence de la réaction, quand elle est totale. NO2 égale N, vous avez fait la relation à l'équivalence finalement C'est pas une, oui, de la première équation. c'est pas une, enfin, c'est pas un titrage. Ah oui? Enfin, on a fait réagir la C'est pas une succession de titrages? Vous avez bien la totalité d'oxygène. Donc, là, on a une réaction qu'on a. On se déroule, alors certes, elle est lente, mais elle est totale parce qu'en plus, on a mis un excès de. Oui, mais ce qui a réagi, vous êtes d'accord que N. Ok, bon, d'accord. Donc c'est pas une réaction de titrage. Ok? Alors, du coup, on trouve 9,6 mg par litre. Et donc? Et donc, a priori, d'après les critères qui ont été énoncés en début par Marie, de l'expérience par Marie, on aurait une eau d'excellente qualité. C'est quoi Les références, les alors, en fait, références? il faudrait que la concentration massique en O2, pour que ça soit de bonne qualité, que ça soit compris entre 5 et 7 mg par litre. Qui dit ça? Alors, ça doit être une norme. Elle vient d'où cette Alors, norme? la norme, elle est
du livre de M. Vigny-André Capala, donné sur les principaux produits chimiques, métaux et matériaux. D'accord, donc ça c'est la référence de ce bouquin-là qui Non, vous c'est pas dit ce bouquin, c'est la référence que du tableau cite le qui est livre. indiqué sur le D'accord, et donc du coup c'est des normes du type AFNOR, des normes de comme ça, et la Alors, concentration. comme j'ai pas trouvé la référence, en fait, voilà, effectivement, c'est la. Donc elle est super bonne, elle est hyper oxygénée. Ah bon, c'est bien quand c'est très oxygéné, non? Ça peut être utilisé beaucoup. Hein. Si par exemple vous avez trouvé 60. Alors là, je me serais peut-être un peu inquiété quand même. Ouais. On peut peut-être pas l'utiliser pour un aquarium. Quoi. Oui. Bah, ils vont y perdre. Il doit être. Ils vont être petits. Ok. Ok, ok. Alors après, je n'ai pas j'ai pas été chercher la solubilité du maximal du dioxygène dans l'eau, donc je veux savoir si 60 Ouais, et donc du coup, qu'est-ce qui régit la solubilité des gaz dans les liquides? La pression. Comment on l'appelle cette loi? La loi de Henry. Et qui dit quoi la loi d'Henry? Bah, est toute simple la loi d'Henry. Elle permet de relier la pression et la concentration. Alors on y va? Pression et concentration avec une constante. La constante de Henry. Oui, constante de Henry. Alors on y va. Oh non, on n'écrit pas comme ça, on écrit O2 entre crochets, quoi. Une concentration, voilà, égale constante de Henry, bon peu importe si c'est 1 sur ou pas 1 sur, on s'en fiche. Donc c'est proportionnel à la pression partielle de dioxygène dans l'air. Et donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand on fait de la plongée? Donc on doit veiller quand on fait de la plongée. On s'enfonce sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? La pression augmente. La pression augmente, elle augmente de combien à peu près? 1 bar tous les 10 mètres. 1 bar tous les 10 mètres, ouais. Donc déjà vous êtes à 30 mètres, vous êtes à combien? 4 bars. Ouais, 4 bars, parce que c'est plus ça, c'est plus un bar. Ah, d'accord, donc 4 bars, ok, donc du coup c'est beaucoup. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? La concentration elle multiplie par 4. Voilà, donc ça veut dire que les gaz dissous, hein, Beaucoup plus de luminosité. et lequel est vraiment embêtant? Le diazote. Le diazote, pourquoi? Parce que du coup, il n'est D'accord. pas consommé par l'organisme. Ouais, puis il est surtout 80%, quoi. Il y en a 80% dans l'air. Donc dans votre bouteille, il y a 80, Si on 20. remonte trop vite, après, Et qu'est-ce qui se passe donc si on remonte trop vite? donc il y a un équilibre avec la de pression qui est lent quand même, hein, qui arrive à l'équilibre. Je veux dire le fait que les... Les gaz vont En fait, le gaz dissous va redevenir redevenir gazeux, ouais. Et donc c'est un équilibre lent Et par si rapport au temps de remontée. non, en on fait va ça avoir va. formation de bulles de diazote. Non, donc c'est pas un équilibre lent. Le redémarrage, enfin le fait que le dioxyde de redevienne gaz est rapide. Le fait d'évacuer cette formation de gaz, ça va être trop C'est lent. rapide, c'est rapide. Ça passe de O2 dissous à O2 gazeux. La Ok. formation des bulles. Oui, et donc On va avoir des bulles dans le sang et ça. et ça c'est très embêtant. Ça dépend de la bulle, mais oui, c'est embêtant. Les bulles de diazote. Bah, les bulles dans le feu, dès que ça allait dans le sang, de toute façon, Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour, Dans les poumons. qu'est-ce qu'on fait? c'est des paliers de décompression. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va remonter progressivement et attendre pour laisser le temps de- non seulement au O2 devenir gaz, mais en plus de d'être éliminé. Ok, donc on appelle ça des paliers de décompression et celui qu'on fait toujours c'est lequel? 3 mètres. À 3 mètres. Palier de décompression à 3 mètres, Pas de on plongée, reste. donc ça, Et plus on reste longtemps au fond, plus le palier de décompression est long. D'accord? Quel est l'autre accident important en plongée sous-marine? je vais pas savoir nager. Dans l'eau, en fait, t'as pas vraiment besoin. Tu fais tout ça et tu vas. L'essoufflement et la narcose à 30 mètres. Voilà, faut carrément plonger profond quand même pour la narcose. Alors, On appelle la surpression pulmonaire, enfin, le deuxième accident grave avant tout ce que vous dites, il y a l'accident de type décompression parce qu'on est remonté trop vite et qu'on est descendu profond. La narcose, c'est vraiment quand on descend profond, mais par contre, c'est vrai que l'accident, c'est je m'essouffle parce que je rigole, ou ça c'est un accident qui est important, mais l'autre, l'accident vraiment grave, c'est, enfin vraiment grave, l'autre est grave aussi. L'accident, le deuxième accident de plongée, c'est l'accident de surpression pulmonaire, c'est quoi? C'est la loi de Mariotte, le PV égale constante, donc du coup, comme la pression augmente
Le volume diminue avec la profondeur et Ouais. si on remonte trop vite, ben, le volume diminue. Non, c'est pas si on monte trop vite. C'est si on monte comment? Sans évacuer. Voilà. Oui, mais En ça bas, revient. en bas, ton volume d'air est effectivement tout petit. Si tu prends une inspiration, parce que ça n'existe pas en plongée apnée, ça. Oui, c'est vrai. Parce que le volume que tu as pris en haut et le volume que tu as pris en bas, il est le même. Par contre, comme tu prends de l'air en bouteille en bas, tu as un petit volume, tu remontes en bloquant ta respiration, tu éclates tes poumons, direct. Donc ça, c'est vraiment embêtant. Donc on apprend à remonter même dans la panique, on apprend à remonter en expirant. On souffle, on souffle, on souffle, même quand on est paniqué. Et auquel cas, il n'y a pas de surpression pulmonaire. Ok? Voilà. Alors,